Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la société Terranexus, qui est une société française créée en 2013 suite à des travaux qu'on a menés avec le président de la société et moi-même. Nous étions chercheurs au CEA à Fontenay-aux-Roses, on travaillait sur la maladie à prions, des formes dégénératives de ces maladies-là, et on a identifié certaines fonctions particulières des cellules du cerveau, notamment les astrocytes, qu'on a ciblées par les premiers produits qu'on a développés dans la société. Donc créé en 2013, on est une société qui est rentrée en bourse en 2017, donc un trajectoire de financement qu'on trouve dans certaines sociétés similaires à la nôtre. Et on a décidé cette année, en 2022 donc, d'orienter les travaux de la société, à la fois sur la plateforme de R&D, mais également sur les projets de développement clinique, vers les maladies rares, neurologiques. Donc effectivement, c'est évidemment un champ qui nous intéresse collectivement aujourd'hui, mais c'est un champ dans lequel nous, on a décidé de focaliser nos forces, pour toute une série de raisons qu'on pourra évoquer dans le cas des questions si vous le souhaitez. Donc une orientation forte de nos activités dans ce domaine-là. Et on est une vingtaine de personnes dans la société, à la fois sur Paris, la région parisienne, avec une collaboration active entre le CEA et le Collège de France ici, et une autre unité à Lyon sur la partie neuroimagerie chez l'animal. On a deux actifs dans la société. Un premier actif qui est un médicament, un candidat médicament qui s'appelle Batten1, que je vous présenterai dans quelques slides, et un second actif qui est une plateforme de découverte de nouveaux candidats médicaments que l'on positionne dans le domaine des maladies rares. Donc on commence par la plateforme. Donc on a une plateforme qui s'appelle Neurolid. Donc je vous ai indiqué qu'elle était menée en collaboration avec une équipe du Collège de France et une équipe du CEA à Fontenay-aux-Roses, et elle vise à identifier dans les indications neurologiques des médicaments de thérapies innovantes, donc des nouvelles modalités thérapeutiques pour aller changer la vie des patients atteints de ces maladies-là. On a une orientation autour de différentes classes de maladies. Les maladies qui sont caractérisées par un défaut d'autophagie. Donc, il y en a eu un exemple de pathologie NBIA à l'instant. Et nous, notre idée, c'est d'aller identifier des molécules qui sont capables de modifier, bloquer cette hyperactivation de l'autophagie et surtout d'aller vider ce qu'on appelle les lysosomes, donc qui sont les poubelles de la cellule quelque part. Donc, d'identifier des molécules qui sont capables d'aller modifier le décours de la maladie chez ces patients. Et on sait que c'est des maladies qui sont très communes. On parle de 70 maladies différentes. Et donc, il y a des millions de patients qui sont atteints de ces maladies-là dans le monde. Et je vous prendrai l'exemple de la maladie de Batten, maladie dans laquelle on a un actif en cours de développement clinique. On vise également une autre typologie d'indications, qui sont les indications qui sont inscrites en haut à gauche, qui sont les indications avec une hyperexstabilité. Donc l'hyperexstabilité neuronale sont les capacités qu'ont les neurones à décharger de façon aberrante, soit très fortement, on pense à certaines formes d'épilepsie, soit d'arrêter complètement de se décharger. Et là encore, l'hyperexstabilité recouvre toute une série de phénomènes que l'on trouve dans de très nombreuses maladies rares qui nous intéressent au sein de la société et sur lesquelles on positionne notre activité de R&D. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait dans la plateforme, on travaille sur des cellules souches pluripotentes humaines, donc des cellules typiquement qui viennent de sujets sains ou de patients atteints de certaines maladies, de fibroblastes, que l'on différencie en cellules souches humaines pluripotentes, donc des cellules qui sont capables de coder, de se transformer en ce qu'on souhaite comme tissu, et on différencie ces cellules dans deux types d'intérêts. Un, les neurones, évidemment, puisque c'est le type, quelque part, la cellule noble historique du cerveau, mais également les cellules non neuronales, qui sont les cellules astrocytaires, qui portent depuis 20 ans maintenant un très grand intérêt par la communauté scientifique, mais également industrielle maintenant, puisqu'elles sont capables d'aller modifier très finement les activités des neurones. Et donc, on est capable de modéliser, grâce à toute une série d'outils moléculaires, à la fois du CRISPR-Cas9, des approches lentivirales ou adénovirales, eh bien, les indications neurologiques d'origine génétique, en allant invalider, surexprimer, sous-exprimer des gènes d'intérêt pour modéliser les indications sur lesquelles on souhaite identifier de nouveaux produits. Et donc le souhait, c'est utiliser ces modèles pour identifier donc des nouveaux actifs, avec l'ambition d'identifier, de pousser en développement un premier candidat médicament d'ici la fin d'année prochaine dans ce domaine-là. Donc là, c'est une plateforme qui est opérée au sein de la société, entre le CEA et le Collège de France, et donc entre Paris et Lyon. Et on a un second actif dans la société qui est un produit qui s'appelle Batten1, qui vise la maladie de Batten. Donc la maladie de Batten, c'est une maladie qui touche 2000 patients dans le monde,
quasi exclusivement des enfants. Donc c'est une maladie qui commence à l'âge de 4 ans avec un diagnostic de perte de la vision entre 4 et 8 ans. Donc c'est une des très très rares maladies dans lesquelles la vision baisse si fortement et de façon évidemment irréversible, comme c'est malheureusement souvent le cas, si précocement. Les patients deviennent aveugles entre 6 et 10 ans. À ce moment-là apparaissent une série de troubles épileptiques, de troubles de la cognition, de troubles moteurs, et le patient décède dans sa vingtaine, entre 20 et 25 ans, donc dans des conditions qui sont évidemment terribles, comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup des pathologies sur lesquelles on travaille tous. Donc c'est une maladie évidemment rare, je vous ai parlé de la prévalence, avec un effet fondateur dans les pays du Nord, et donc on retrouve majoritairement États-Unis et Europe suite à cet effet fondateur dans les pays du Nord. Donc il n'y a pas de traitement qui ait été enregistré dans l'éducation, uniquement des approches symptomatologiques développées dans ce cadre-là. Et donc c'est une indication dans laquelle on a une mutation d'une protéine qui s'appelle CLN3. Donc CLN3, c'est l'autre nom de la maladie de la forme juvénile de la maladie de Batten. Donc c'est une protéine transmembranaire dont la fonction demeure largement inconnue. On n'arrive pas réellement à mapper l'activité de cette protéine-là. Ce n'est pas forcément très clair sur ce qu'elle peut faire dans un cadre physiologique. En revanche, quand elle n'est pas là, le lysosome fonctionne beaucoup moins bien, l'autophagie fonctionne moins bien également. Et donc on a un processus cellulaire qui patine, des molécules qui s'accumulent dans la cellule. Et c'est cette accumulation de molécules qui va déclencher une activité, une hyperactivité des cellules immunitaires, enfin des cellules astrocytaires dans le cerveau, des cellules gliales dans le cerveau, et mener à la mortalité des neurones. Donc l'ambition de la société, c'est d'être les premiers à développer un actif dans le domaine pour aller arrêter, bloquer la prolifération, le développement de cette maladie. Donc pour entrer un peu dans le détail du premier produit, Batten One, c'est une nouvelle formulation adaptée à l'enfant, puisque vous avez vu qu'on parle d'une indication orpheline, de Miglusta. Miglusta, c'est un actif que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est enregistré dans la maladie de Gaucher et dans le Niemann-Pick de type C, donc pour lequel il ne dispose pas de formulation adaptée à l'enfant, et donc qui est utilisé dans ces deux indications, et que l'on repositionne dans la maladie de Batten. Donc c'est une molécule qui va bloquer la formation de toute une série de glycosphingolypides. Globalement, pour simplifier la question, c'est un lipide relié à un sucre. Et donc quand on regarde les voies de production de ces glycosphingolypides, eh bien on commence de céramide et de proche en proche, on arrive à des glycosphingolypides. Et ce dont on se rend compte, c'est que lorsque vous avez une mutation de CLN3, toutes ces glycosphingolypides vont s'accumuler. Et c'est réellement un produit toxique puisque dans les modèles animaux, quand vous réduisez la quantité de ces substrats, eh bien vous améliorez les symptômes chez les animaux. Et c'est le cas dans toutes les indications lysosomales dans lesquelles vous avez des accumulations de ces glycosphingolypides chez l'animal. Eh bien, le Miglusta, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque cette accumulation très en amont. Donc ça, c'est des éléments qui ont été identifiés il y a entre 1 et 2 ans maintenant. Le mécanisme a été bien disséqué, non pas le mécanisme du Miglusta sur sa cible, qui était très connu, mais l'implication de ces glycosphingolypides dans la maladie de Batten. C'est ça qui a été réellement connu et qui donc a poussé le développement du Miglusta dans cette indication. Donc l'ambition au final, c'est d'aller en réduisant cette accumulation de molécules pathologiques dans la cellule, d'aller prévenir l'apparition de symptômes et de bloquer l'apparition, bloquer la dégradation du patient, donc bloquer la progression de la maladie. Donc l'ambition est également de bloquer la progression de la maladie qui est évidemment hautement problématique pour à la fois les familles, les patients et les accompagnateurs de cette maladie. Donc c'est un actif pour l'instant que l'on développe aux États-Unis. On a licencié cet actif auprès d'une fondation américaine qui s'appelle Beyond Batten Disease Foundation, BBDF. Donc on développe aux États-Unis avec l'ambition de venir le développer en parallèle en Europe. Et l'ambition pour nous, c'est d'aller pousser le développement jusqu'à un enregistrement sur le marché. Donc la capacité d'aller vendre le produit en non-Théranexus. Donc on a eu une IND. L'IND, c'est l'autorisation d'essais cliniques aux États-Unis qui a été donnée par la FDA l'an dernier. Et on est en train de tester la sécurité chez les sujets sains. On monte également le programme de phase 3. Donc là, on ira chercher une phase 3 pivotale d'enregistrement unique dans l'indication, chez une trentaine de patients traités en bras actifs et puis un peu moins en bras placebo. Et on ira comparer l'efficacité de nos traitements par rapport aux données historiques dans le domaine. Donc on a un développement qui est lancé avec l'ambition d'enregistrer ce produit en 2026.
Vous le savez, mais je ne reviendrai pas dans le détail là-dessus, puis il doit me rester environ 2 secondes, 2 secondes de temps de parole, donc je risque de pas forcément avoir le temps d'entrer dans le détail, mais les indications orphelines, c'est des indications qui évidemment intéressent à la fois d'un point de vue scientifique, clinique, médical, mais également les sociétés telles que la nôtre, parce que petite société, on n'est évidemment pas capable d'aller dans les grands marchés, mais les petits marchés orphelins où on peut pousser un actif jusqu'au bout sont réellement les choses qui nous intéressent. Merci de votre attention. Merci.